Merci beaucoup, merci de me faire l'honneur d'ouvrir ces journées. Le communisme, nous disent Marx et Engels dans l'idéologie allemande, c'est, je cite, le mouvement réel abolissant l'état de choses actuel. Le communisme, c'est pas un idéal, c'est pas une visée, c'est pas quelque chose que l'on projette dans l'avenir, c'est quelque chose que l'on observe dans le présent du capitalisme. Le communisme ne peut faire l'objet que d'une observation empirique. Et le rôle de la science sociale, à mon sens, c'est précisément, si de même qu'on demande à un biologiste d'épier la vie, bien, le rôle de la science sociale, c'est d'épier le mouvement réel par lequel le communisme se substitue au capitalisme dans nos sociétés. Toutes les sociétés capitalistes sont en train de produire les institutions du communisme, chacune à leur façon, de même que la bourgeoisie a produit le capitalisme selon des modalités différentes d'un pays à l'autre. Le communisme, c'est déjà là que nous pouvons observer dans nos sociétés. Alors je vais parler de la société française, je vous ferai éventuellement les transpositions utiles pour la Suisse, mais je voudrais donc tout de suite poser que Marx est un penseur de la contradiction. Chercher le communisme en train de se construire dans le capitalisme, c'est récuser complètement l'idée que le capitalisme serait un système qui ne se modifierait que pour rester tel qu'en lui-même, ou qui serait pris par une contradiction interne qui nous mènerait à une espèce d'apocalypse dont on espère qu'elle sera joyeuse. Le capitalisme tel que Marx l'analyse, enfin en tout cas tel que je lis Marx analysant le capitalisme, tel que Marx m'aide à le comprendre, c'est d'abord une contradiction, ce n'est pas une domination. Et là, je me sépare d'un postulat qui est extrêmement caractéristique des sciences sociales critiques, c'est qu'il y a une lutte de classe, c'est-à-dire qu'il y a deux classes pour soi. La science sociale critique postule qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi. Dans une lecture de Marx comme penseur de la domination, la tentation, une lecture à mon sens à contresens, mais qui est très très répandue, la tentation, ça va être de poser qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, c'est-à-dire consciente de ses intérêts et en capacité de les faire valoir, la bourgeoisie capitaliste. Et de fait, quand on regarde les travaux de sciences sociales, le postulat le plus commun, c'est que en face de la classe dominante, il peut y avoir de la révolte, il peut y avoir de la sécession, il peut y avoir de temps en temps des rapports de force favorables mais vite grappillés, mais il n'y a pas de sujet macro-social, macroéconomique, macro-politique en mesure d'instituer une alternative au capitalisme. Le capitalisme est un système qui génère des victimes. Et le chercheur en sciences sociales critique, va critiquer ce système, multiplier les observations sur sa capacité à générer des victimes, et il va être solidaire de victimes.
je récuse complètement, au nom de Marx, cette lecture du capitalisme et cette posture de la science sociale critique. Je ne pratique pas la science sociale critique. Mon travail ne consiste pas à critiquer le capitalisme comme générateur de victimes dont je serais solidaire. Parce que là, tout est bouclé. Vous êtes dans une bonne conscience totale. Vous êtes du bon côté, vous êtes solidaire des victimes. Et pourtant, vous êtes un collabo. Puisque vous écrivez le récit du réel dont la classe dirigeante a besoin. Il n'y a pas d'alternative. Ce que je vais dire, ce n'est pas la vérité contre l'erreur, mais c'est un postulat contre un autre. J'ai choisi, je ne vous raconterai pas ma vie et comment j'ai été amené à le faire ce choix, mais c'était très long, parce que ce n'était pas du tout ma position de départ. Ma position de départ, c'est celle que je viens de décrire. Quelqu'un qui, en semaine, écrit le récit dont la bourgeoisie a besoin. Le capitalisme est un système de domination qui génère des victimes, et qui, le dimanche, est militant, solidaire des victimes en question. Je ne le suis plus. Je ne suis plus solidaire des victimes. Je suis à l'école de vainqueurs. C'est tout à fait autre chose. Je pense que lire Marx aujourd'hui, penser avec et après Marx, c'est être à l'école de vainqueurs. C'est observer le communisme en train de se construire dans nos pays. Sur quoi porte la contradiction ? Premier rapport de Marx, donc pour moi, Marx est le penseur de la contradiction, pas de la domination. Sur quoi porte la contradiction? Et là, c'est le deuxième apport qui, pour moi, est absolument décisif chez Marx. Elle porte sur le travail. Le capitalisme est contradictoire. Et cette contradiction porte sur la valeur économique. Alors, par travail, mettons-nous d'accord tout de suite, vous avez deux versants du travail. Vous avez le travail concret, celui qui produit des biens et des services qui vont être utilisés. Je vais appeler ça l'activité, pour qu'il n'y ait pas de confusion, avec l'usage que je ferai ce soir du mot travail, qui est l'autre versant, à savoir celui qu'on sous-entend, qu'on utilise quand on dit « je ne travaille plus » ou « je ne travaille pas » ou « je cherche du travail ». Ça ne veut pas dire du tout qu'on est dans l'inactivité, bien sûr, parce que nous sommes dans l'activité en permanence. Nous produisons des valeurs d'usage pendant toute notre vie éveillée. Mais c'est le travail dans un autre sens, qui est le travail en tant que producteur de valeur économique. C'est dans ce sens-là que je vais parler de travail. Et la contradiction dont est porteur le capitalisme, c'est la façon dont est défini et pratiqué le travail, c'est-à-dire la façon dont est définie et pratiquée la valeur. Vous voyez que j'historicise la valeur. Et là, je me sépare de tout un tas de lectures de Marx qui identifient valeur et capitalisme, qui identifient travail abstrait et capitalisme, qui naturalise en quelque sorte la valeur, alors qu'il y a un enjeu contradictoire sur ce qui vaut
Et cette contradiction est portée par deux classes antagonistes. Poser, c'est une parenthèse là, poser comme cœur de la contradiction dans le capitalisme la question de la valeur et donc du travail, c'est ne pas poser l'argent comme au cœur de la contradiction. Le cœur de la définition de la classe dominante, ce n'est pas qu'elle dominerait l'argent, qu'elle définirait l'argent, qu'elle serait puissante par l'argent. Le cœur de la définition de la classe dirigeante, c'est qu'elle décide de ce qui est travail, de ce qui a valeur. Et elle ne tire son pouvoir que de sa maîtrise du travail, de sa capacité à l'exploiter. Et son pouvoir sur l'argent découle de son pouvoir sur le travail. On n'a jamais le capital en lui piquant ses sous. Penser que c'est par la fiscalité que l'on va sortir du capitalisme, qu'il faut prendre l'argent là où il est, c'est situer le cœur de la domination capitaliste sur une illusion. Le cœur de la domination capitaliste, mais le cœur de la domination de toute classe, c'est sa maîtrise du travail et par conséquent de l'argent. Mais pour prendre un exemple historique, la bourgeoisie, qui est la classe révolutionnaire qui a réussi, et qui est un peu notre maîtresse en matière historique, elle n'a pas piqué l'argent là où il était. Elle n'a pas taxé l'aristocratie. Au contraire, elle va lui payer l'impôt, une forme de reconnaissance de la domination de l'aristocratie dans le système féodal, et puis, lui ayant payé l'impôt, elle va faire ce qui est essentiel quand on est révolutionnaire, elle va dire « je t'emmerde » sur la question du travail. Je ne travaille plus pour toi. Je ne fais plus la taille et la corvée. Je ne consacre plus la moitié de ma semaine à forger mes chaînes. Je change la définition et la pratique du travail. C'est ça, la révolution. Et précisément, c'est pour moi l'intérêt inouï de la lecture de Marx, c'est qu'il nous ouvre en permanence le possible révolutionnaire, puisque le capitalisme, c'est le mouvement réel par lequel nous sommes en train de sortir du capitalisme, le communisme, et il nous situe le lieu de ce mouvement réel. Le lieu de ce mouvement réel, c'est le travail en tant que producteur de valeur. C'est ce que nous appelons et pratiquons comme travail. Et ce que nous appelons et pratiquons comme travail est un enjeu de lutte de classe. La lutte de classe suppose donc que l'on soit deux. Il y a bien deux classes pour soi. Je récuse les travaux de sciences sociales qui sont obnubilés par la classe bourgeoise comme seule classe pour soi. Il y a une autre classe pour soi que malheureusement la science sociale étudie très peu puisqu'elle postule qu'elle n'existe pas. Et la lutte de classe, c'est la lutte qui porte sur qui travaille. C'est quoi travailler? Qui produit de la valeur? C'est quoi produire de la valeur? Qu'est-ce qui vaut dans nos activités? Qu'est-ce qui est travail dans l'activité?
Est-ce que les retraités travaillent? Est-ce que les fonctionnaires travaillent? Est-ce que les étudiants travaillent? Est-ce que les femmes dans la seconde journée travaillent? Est-ce que les chômeurs travaillent? Qui travaille? C'est quoi le travail? Qu'est-ce que nous transformons en valeur économique dans les valeurs d'usage que nous produisons? Et quelles valeurs d'usage produisons-nous? Production déterminée par ce que nous appelons valeur économique. Il est clair que si la valeur économique dans le transport, c'est la route et les autoroutes, parce que le capital maîtrise la route et les autoroutes, eh bien, il va y avoir en permanence une lutte de classe sur le ferroviaire, parce que si le capital ne maîtrise pas le ferroviaire, il va engager une lutte à mort pour le contourner par la route et pour le mettre en cause, évidemment. Je parle à partir du conflit actuel français sur la SNCF. Le travail concret est déterminé par le travail abstrait. Il n'y a plus que moins de 8%, moins de 10%, pardon, un peu plus de 8%, du transport des personnes qui, en France, se fait par le ferroviaire à cause de la bataille du capital, non pas pour ses sous. Ça peut lui coûter plus cher d'organiser, ça peut être moins rentable de faire de la route plutôt que du ferroviaire. Son pouvoir. Et donc c'est le mode de transport dont il dit qu'il a valeur et dont il pratique l'activité comme travail qui va être imposé face à un mode de transport, un travail concret de transport qu'il ne maîtriserait pas. Le travail concret est déterminé par la valeur économique, et c'est pourquoi l'enjeu de la lutte de classe ne porte pas sur le travail concret. L'enjeu de la lutte de classe, c'est la valeur économique. La Révolution, j'ai donc fait allusion à propos de la bourgeoisie comme classe révolutionnaire. La Révolution, c'est le changement dans l'ordre de la valeur. C'est le changement du mode de production. Un mode de production, il se définit par deux institutions majeures qui sont le régime de propriété de l'outil de travail, d'une part, et le statut du producteur, d'autre part. Faire la révolution, c'est changer le mode de production, c'est-à-dire changer le régime de propriété de l'outil de travail et changer le statut du producteur. C'est ce que fait la bourgeoisie entre le XIVe et le XVIIIe siècle. C'est long, hein, ça se fait pas en 5 minutes. Le changement d'un mode de production. La révolution, ça se mesure par siècle. Mais c'est de la révolution. C'est pas des changements cosmétiques internes à la logique capitaliste. Pour nous, ou des changements cosmétiques internes à la logique féodale. Entre le XIVe et le XVIIIe siècle, la bourgeoisie a construit un nouveau régime de propriété qu'elle a imposé à la place du régime de propriété aristocratique, un régime de propriété lucrative de l'outil de travail, et à la place du servage, du statut de serf comme statut du producteur, le statut d'individu libre sur le marché du travail ou marché des biens et services. Et c'est une fois qu'elle a opéré la révolution du mode de production qu'elle a été en mesure
de changer le régime politique. Le changement de régime politique est consécutif à la révolution du mode de production. Ce n'est pas un préalable. Faire la révolution, ce n'est pas changer le régime politique, puis on verra ce qui se passe. Ce qui se passe, on le sait. C'est la capacité de chantage, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale, mais c'est la capacité de chantage de ceux qui détiennent le pouvoir sur le travail, et donc sur la monnaie. Tant que le pouvoir sur le travail n'a pas changé de main, les changements de régime politique sont illusoires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la classe porteuse du mouvement réel abolissant l'état de choses actuel ne soit pas de temps en temps au pouvoir. La bourgeoisie a été au pouvoir de temps en temps. Elle a su utiliser, par exemple, le conflit entre la monarchie absolue et la féodalité, enfin les grands féodaux. Elle s'est mise du côté de la monarchie absolue parce que ça lui permettait de casser la gueule aux grands féodaux qui étaient son obsession en matière économique. Mais elle n'avait pas le pouvoir politique. Le pouvoir politique appartenait bien à l'aristocratie à travers la monarchie absolue. Mais il avait quelques places qui lui permettaient. Et même, les choses ne changent pas, le mode de production ne change pas exclusivement par la loi, par la présence dans les organes politiques centraux. Si vous regardez le régime de propriété, par exemple, les travaux de Thomson et autres, sur, par exemple, le changement à travers le droit pénal, la façon dont le droit punit les vols en forêt, au XVIIIe siècle. Bien, nous avons un magnifique exemple, c'est un très bel ouvrage, sur le fait qu'au départ, le vol en forêt est puni parce qu'un manant s'introduit sur un lieu qui appartient à l'aristocratie, la forêt, et que quand on est manant, on ne va pas en forêt. Là, nous sommes dans la propriété aristocratique, et puis à la fin du XVIIIe siècle, le manant, on s'en fout. C'est pas parce qu'il est manant, c'est parce qu'il est voleur d'un propriétaire. Là, on est passé de la propriété aristocratique à la propriété bourgeoise, la propriété capitaliste, qui peut se permettre de dire que les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il n'y a pas de manant, il n'y a pas de seigneur, rien de tout ça. Parce que le régime de propriété n'a plus besoin, et le statut du producteur n'ont plus besoin de ces inégalités de naissance pour s'exprimer. Et ça s'est fait, le changement du droit de propriété s'est fait par la jurisprudence. Donc je voudrais aussi insister parce que sinon il y a des mots qu'on ne prononce plus. Hein. Le mot révolution, j'aurais introduit le mot communisme dans le discours courant. Hein. Et le mot révolution, c'est pas encore une fois le changement de pouvoir politique, c'est le changement de mode de production qui, en cerise sur le gâteau, conduit à la fin du XVIIIe siècle au changement de régime politique. Quelle est la classe qui est en train de construire le mouvement réel du communisme, de l'abolition de l'état de choses actuel, du capitalisme donc? La classe révolutionnaire, c'est le salariat. Je voudrais m'expliquer assez longuement sur ce point qui va me permettre d'insister sur une des caractéristiques du discours dominant, qui est le vol de l'histoire populaire. Gramsci
a réélaboré, lorsqu'il était en prison, le terme d'hégémonie, et une classe dominante ne l'est que pour autant, évidemment, qu'elle domine le travail, ça c'est le fondement de sa domination, mais il faut aussi qu'elle soit donc hégémonique, c'est-à-dire, entre autres, qu'elle convainque ceux qu'elle domine de son récit du réel. Et dans le récit du réel que la bourgeoisie, dont la bourgeoisie a réussi à nous convaincre, c'est la disqualification de toutes les institutions du salariat. Si bien que nous sommes à poil, puisque ce sont précisément les institutions du mouvement réel du communisme. Si nous participons idéologiquement à leur disqualification, évidemment que nous sommes sans déjà là. Nous pensons qu'il n'y a pas de déjà là si nous estimons que le capitalisme est un système de domination. Bon, il n'y a pas de déjà là du coup, pas d'alternative. Déjà là, c'est demain peut-être. Voilà, la visée communiste. En plus, on invente une étape socialiste. Alors, vous voyez, ça devient un peu désirable cette affaire. Il faut d'abord sortir du capitalisme par le socialisme, puis après on passe au communisme. Enfin bref. Là, nous sommes dans des élucubrations postérieures à Marx, extrêmement mortifères, dont il faut que nous nous débarrassions. Et il s'agit que nous sachions, en historicisant des concepts que le récit de la bourgeoisie, qui est d'autant plus efficace qu'il est écrit par des gens de gauche. Le récit de la bourgeoisie devient d'une efficacité redoutable si ce sont des scientifiques de gauche qui l'élaborent, ce qui est le cas globalement. Ils sont de gauche puisqu'ils sont dénonciateurs d'un système et solidaires de victimes. La bonne conscience des collabos. C'est long d'en sortir. Passer du soutien à des victimes à l'école de vainqueurs. Mais c'est roboratif. Le salariat, donc, est donc le salaire. Je poserai la question à 100 balles, n'importe qui va répondre que le salaire, c'est une institution du capitalisme. Eh bien, je vais répondre que le salaire, c'est une institution du communisme. Quelle est la forme de mise au travail abstrait, au travail reconnu comme productif de valeur, à la part de l'activité dont il est convenu qu'elle est productive? Eh bien, la mise au travail dans le capitalisme, tel que nous l'observons, encore une fois, là je fais œuvre d'observation, j'essaye de théoriser les observations avec l'aide de Marx, enfin, qui encore une fois sur les points centraux est absolument décisif. Le mode de mise au travail au XIXe siècle, donc, lorsque triomphe le capitalisme, aussi bien comme mode de production que comme régime politique, c'est d'une part le travail indépendant, d'autre part le contrat de louage d'ouvrage. Le travail indépendant, c'est la forme, je dirais, canonique du travail dans le capitalisme. Le travailleur, c'est un individu libre sur le marché. Et d'abord sur le marché des biens et services. Pourquoi le travailleur indépendant est-il la forme
la plus canonique du travail dans le capitalisme, c'est parce que c'est le plus exploité. Par exploitation, il faut entendre les conséquences de la propriété lucrative. Un régime de propriété lucrative, c'est la capacité du capital de se construire, de se valoriser en ponctionnant une partie de la valeur produite par le travailleur. Eh bien, un travailleur indépendant, il a affaire à un prêteur pour son outil de travail, il a affaire à un fournisseur, enfin des fournisseurs, il a affaire à des clients. Prenez un agriculteur FNSEA, un agriculteur, pas un agriculteur confédération paysanne, un agriculteur engoncé dans l'agro-business. Eh bien, actuellement, un agriculteur en France, à 30 ans, il a 300 000 € de dette. Et le Crédit Agricole, qui est le prêteur essentiel, a calculé ses dettes de sorte qu'il est tout remboursé lorsqu'il prend sa retraite. Et donc il travaille et une partie importante de la valeur qu'il produit va au groupe capitaliste prêteur. Mais il a aussi Bayer ou Monsanto qui lui fournissent des semences non reproductibles ou du phytosanitaire ou que sais-je encore, et à travers les prix que pratiquent ces fournisseurs, évidemment qu'une partie de la valeur que produisent les agriculteurs va être appropriée par les fournisseurs. Et puis, il faut qu'ils vendent ces produits à des centrales d'achat de la grande distribution, à Carrefour ou à Leclerc, et là encore, à travers les prix que pratiquent ces centrales d'achat, une fraction de la valeur qu'ils produisent va aller au groupe capitaliste. Vous voyez que le capital, il se garde bien de s'impliquer directement dans la production. Il dirige la production à travers le crédit, la fourniture et les achats. C'est lui qui dirige, c'est lui qui décide, cet agriculteur. Cet agriculteur a perdu tout pouvoir sur son travail concret. Complètement. D'ailleurs, il se garde bien de manger lui-même les poulets qu'il produit. Il n'est pas fou. Tout en étant empoisonné par le phytosanitaire dont il les abreuve, bien sûr. Lui-même. Mais ce capital ne s'implique pas dans la production. Pourquoi? Parce que sa valorisation dépend de sa capacité à changer en permanence d'occasion de ponction de la valeur, de source de ponction de la valeur. Et donc ce n'est certainement pas comme producteur direct qu'il va valoriser son capital. Vous prenez, je ne sais pas quoi, H&M, Zara ou je ne sais trop quel, ils ne veulent surtout pas savoir ce qui se passe au Bangladesh. Ils achètent de l'ouvrage fait, et là nous sommes dans la deuxième modalité de mise au travail dans le capitalisme, qui est donc cette invention par la Révolution française du contrat de louage d'ouvrage. Le contrat de louage d'ouvrage, c'est un dispositif à 3 acteurs, le capitaliste donneur d'ordre, encore une fois, qui ne s'englue pas dans la production. S'engluer dans la production, c'est se lier à un territoire, c'est se lier à une branche d'activité, c'est devoir gérer des milliers de personnes. Ça ne peut être que des sources d'emmerdement. Donc, le capital ne s'implique jamais directement. Il est donneur d'ordre, il est prêteur, il est acheteur, il est fournisseur. Et dans le contrat de louage d'ouvrage, vous avez d'une part le capitaliste donneur d'ordre qui achète de l'ouvrage fait, contrat de louage d'ouvrage, il achète de l'ouvrage fait à un sous-traitant qui au XIXe siècle s'appelle les marchandeurs. Et le sous-traitant, ben lui, il embauche des ouvriers. Hein, le mot s'impose au XIXe siècle pour ceux qui font l'ouvrage.
Donc vous avez le soyeux lyonnais. La situation la plus connue encore aujourd'hui, c'est le conflit des canuts dans les années 1830. Les sous-traitants, les marchandeurs, les canuts ne sont pas d'accord avec le tarif de l'ouvrage fait, je ne sais pas quoi, moi, le kilomètre de soie ou la tonne de soie, je ne sais pas quoi, qu'ils vendent aux soyeux. Il y a un conflit là-dessus, mais en revanche, les ouvriers, mais tout le monde s'en fout. Il n'y a aucune institution du travail. Les ouvriers, tout comme les travailleurs indépendants, comment ils sont reconnus comme producteurs? Bien, selon les aléas du marché des biens et services pour les indépendants, selon les aléas du marché du travail pour les ouvriers. Et quelle est leur rémunération? Ben, leur rémunération, ce sont donc les individus libres sur le marché. Et quelle est leur rémunération? Bien, les besoins dont ils sont porteurs pour mener à bien la tâche qu'ils font pour produire l'ouvrage ou pour porter au marché tel ou tel bien et service. C'est ce que Marx appelle le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est la reconnaissance des besoins dont est porteur le travailleur indépendant ou le travailleur de la sous-traitance, l'ouvrier, pour être encore au boulot demain, pour faire telle tâche. C'est de la rémunération à la tâche et qui pose le travailleur comme un être de besoin, qui a droit à du pouvoir d'achat. Le travailleur, c'est un être de besoin. Vous voyez tout le mépris anthropologique qu'il y a derrière ça. C'est pas un producteur, c'est pas un créateur. La production, c'est le monopole de la bourgeoisie. C'est contre cela que le syndicalisme va se construire. La CGT se construit contre le travail indépendant et contre le contrat de louage d'ouvrage. En même temps, là nous sommes en 1895 à Limoges pour la CGT, en même temps, en 1905, la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, est l'organisation politique de la classe ouvrière, donc, qui se construit en 1905. Et nous sommes à une époque d'offensive des travailleurs qui vont emporter une très grande victoire, qui est le contrat de travail. C'est pour ça que le contrat de travail est enseigné comme une défaite. C'est rémunération contre subordination. Dès qu'on vous dit quelque chose est une défaite, traduisez, hein, comme les soviétiques traduisaient la Pravda. Hein. C'est une victoire à coup sûr. Encore une fois, une classe dirigeante ne le demeure que si elle reste maître du travail, mais non pas de l'argent. Donc c'est pas en lui piquant des sous qu'on la défait, pas du tout, c'est en lui piquant le travail. Et deuxièmement, elle ne reste dirigeante que si elle continue à être hégémonique, c'est-à-dire si elle continue à ce que son récit du réel soit intériorisé par ceux qu'elle domine. Et son récit du réel, c'est « il n'y a pas de révolution ». Il n'y a pas de communisme dans le capitalisme. Après, il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a des révoltes, il y a des défaits, il y a des compromis. Mais des compromis qui sont toujours nécessaires au capital. Le contrat de travail est une considérable victoire. Il s'inscrit dans le Code du travail de 1910, alors qui nous est présenté comme une libéralité de la gauche de l'époque, le solidarisme de Léon Bourgeois, et puis quelques intellectuels, des profs de droit progressistes de Toulouse ou de Bordeaux. Ce n'est jamais des conquêtes. C'est des libéralités du capital, mais qui, au bout du compte,
sont au service du capital. Tout est fonctionnel dans la belle histoire qu'on nous raconte. La belle histoire, comme je dis, en m'inspirant de PEF dans Vaincre Macron. Quel est l'enjeu de classe du contrat de travail, du Code du travail? L'enjeu de classe du contrat de travail et du Code du travail, c'est d'abolir la sous-traitance. Le Code du travail interdit la sous-traitance. Le capital, le capitaliste, doit s'exposer comme exploiteur. Dans le système de sous-traitance ou dans le travail indépendant, quel est mon interlocuteur? Où est le capital qui m'exploite? J'en sais rien. Je ne sais pas. Là, les travailleurs imposent au capital de s'exposer comme exploiteur. Il est employeur. Interdiction de la sous-traitance. Le capital doit être employeur direct. Contrat de travail et non pas contrat de louage d'ouvrage et non pas travail indépendant. Le contrat de travail va être l'occasion d'inventer le salaire. Le contrat de travail, donc, comme réalité anticapitaliste, je ne dis pas encore communiste. Le communisme, il va venir plus tard, dans notre histoire sociale. Pour le moment, on est déjà dans l'anticapitaliste, ce qui est pas mal. Le contrat de travail va s'accompagner donc de l'invention du salaire. Le mot salaire, bien sûr, existe dans la langue au XIXe siècle. Marx parlera de salaire, mais vous avez aussi l'ensemble des économistes parlent de salaire. Mais c'est un terme savant, il n'y a pas d'institution du salaire. Or, l'enjeu de la lutte de classe, c'est de créer des institutions. Or, lorsque le salaire est institué, il l'est sur un mode anticapitaliste. Il l'est dans la convention collective telle qu'elle naît en 1919, dans la suite du contrat de travail. Pourquoi? Parce que quand les capitalistes sont obligés de s'engluer dans la production, d'assumer directement la production, une obligation dont ils vont s'exonérer au maximum. Nous sommes aujourd'hui dans un triomphe de la sous-traitance, bien sûr. Dans un retour au XIXe siècle, de ce point de vue-là. Mais lorsqu'ils sont obligés de s'engluer dans la production, bien, il va falloir qu'ils organisent la concurrence intercapitaliste par domaine de production. Et pour cela que se crée un droit conventionnel à l'intérieur de chaque branche de production. Et la création des conventions collectives facultatives en 1919, et ne concernant que les employeurs qui les signent, en 1937, obligatoire, c'est-à-dire que l'extension de la convention collective est automatique et concerne tous les employeurs de la branche, y compris ceux qui n'ont pas signé. Et puis, en 1950, la forme actuelle de la convention collective. L'enjeu décisif de la convention collective, c'est le salaire à la qualification. Le salaire à la qualification, c'est l'antidote à la rémunération capitaliste. La rémunération capitaliste, nous l'avons vu, c'est le pouvoir d'achat correspondant aux besoins dont est porteur un travailleur pour faire telle activité. Le salaire à la qualification va opérer une mutation tout à fait considérable
en posant le travailleur non pas comme un être de besoin qui a droit à du pouvoir d'achat à la mesure de son activité, mais comme un producteur qui contribue à un certain niveau de la production de valeur économique. Il n'est pas payé pour ses besoins, il est payé pour sa contribution à la production de valeur économique, abstraction faite de son travail concret. Ce n'est pas son travail concret qui est la mesure de sa rémunération. Il y a dans le salaire à la qualification une abstraction fondamentale qui s'exprime dans, je ne sais pas quoi, on est à l'indice 575. Indice 575, ça ne veut pas dire ce qu'on fait. On n'est pas payé pour ce qu'on fait. On est payé pour quoi? Pour le niveau de qualification du poste sur lequel on est. La convention collective consiste à prendre tous les postes de travail d'une branche, quel que soit le travail concret dont ils sont porteurs, on prend tous les postes et on les classe par niveau de contribution à la production de valeur. Et en face de chaque niveau, on met un niveau de salaire. Le salaire s'abstrait du travail concret. Je ne suis pas payé pour ce que je fais, ce qui est fondamental comme mutation. Et le travailleur n'est plus un être de besoin, une espèce de mineur économique à qui on verse du pouvoir d'achat comme un chien pour qu'il soit encore au boulot demain. Le travailleur devient un producteur de valeur. Et tout l'enjeu de la bataille politique que va mener la CGT sur cette base, ça va être de dire nous sommes les seuls producteurs de la valeur. Et donc nous devons être souverains sur la valeur. Nous sommes légitimes à diriger la valeur. C'est là que se construit une classe révolutionnaire, puisque la classe révolutionnaire, c'est celle qui entend bien se substituer à la classe dirigeante dans la souveraineté sur la valeur. Et donc, évidemment, il faut qu'un travail politique soit mené. Mais quand vous regardez les tracts de la CGTU ou les tracts de la CGT dans les années 50-60, vous avez en permanence, nous sommes les seuls producteurs de la valeur. Les patrons ont besoin de nous, nous n'avons pas besoin d'eux. Tout le temps. Il y a une éducation politique qui se fait comme cela. Et c'est très important, donc, que l'on invente le salaire à la qualification comme antidote au prix de la force de travail. Ceux qui vont annonant, je dis bien annonant, que le salaire c'est le prix de la force de travail. Bon, je ne vais pas me qualifier, parce que j'en ai absolument assez de ces gloses. Ou parce que Marx utilise le mot salaire pour définir le prix de la force de travail, alors le salaire, ça ne peut être que le prix de la force de travail. C'est-à-dire que l'on va en permanence, comme chercheur, nier les victoires populaires, tout le temps. Mais c'est beau, puisqu'on est solidaire des victimes. Faut quand même pas qu'on ait en face de nous des vainqueurs. Des victimes, par pitié. Des victimes qui meurent en Méditerranée. Pas des vainqueurs qui ont, pendant 1 an et demi, traversé la Mauritanie ou la Libye pour arriver chez nous. Non, des victimes, des victimes, des victimes. On veut des victimes. Quand on a renoncé à être révolutionnaire, on est solidaire de victimes, toujours. Mais vous voyez que le salaire à la qualification du poste de travail qui définit l'emploi. L'emploi, c'est quand on a imposé aux capitalistes d'être employeurs, premièrement, ce qui est une très grande victoire. Deuxièmement, quand le poste de travail devient le titulaire d'une qualification. Là encore,
On a imposé un renversement de la rémunération capitaliste. Non pas les besoins, mais la contribution à la production. Non pas le travail concret, mais le travail abstrait. On institue le travailleur dans l'ordre de la valeur économique. La victoire est à demi parce que le support de la qualification, c'est une propriété de la bourgeoisie capitaliste. Et donc les travailleurs ne maîtrisent pas leur qualification. Donc la CGT va se battre, non pas pour une étape supplémentaire, parce que les choses se font en parallèle. Tout ça est empirique, tout ça est pragmatique. Et va construire un salaire proprement communiste, lui. C'est-à-dire qui change le statut du producteur. Et le salaire communiste, c'est lorsque la qualification passe du poste à la personne. C'est le travailleur lui-même qui est titulaire de sa qualification. Et donc, il va pouvoir maîtriser sa qualification. Il sort du chantage à l'emploi. Ça, c'est décisif. La maîtrise du capital sur le travail a comme élément décisif, 1, le régime de propriété, 2, le statut du producteur, c'est-à-dire la capacité dans laquelle il est en permanence de faire surplomber nos vies par le chantage à l'emploi. Nous sommes des individus sur le marché du travail ou des biens et services. Et donc, même de conquérir la qualification du poste n'est pas suffisant. D'où la conquête de la qualification de la personne. Ça s'opère dans 2 voies essentielles, dans l'observation empirique du communisme en train de se construire en France, du changement du statut du producteur, de même que la bourgeoisie a été capable de sortir les travailleurs du servage, le communisme les sort du marché du travail, ou du marché des biens et services, comme lieu aliéné, exploité de reconnaissance de leur statut de producteur, ou d'élaboration de leur statut de producteur. Et les 2 voies qui vont être empruntées, c'est d'une part la fonction publique. Vous avez pendant toute la première moitié du XXe siècle un conflit tout à fait considérable en France sur le statut de la fonction publique qui est tranché par la loi Thorez, ministre communiste, d'octobre 1946, sur le statut de la fonction publique. Vous voyez, Thorez, ce ministre qui institue quelque chose d'absolument décisif, le statut de la fonction publique. Non, c'est l'homme de Moscou. C'est le traître stalinien. Quand ce sont des intellectuels de gauche et de l'ultra-gauche qui disqualifient les conquêtes ouvrières, c'est encore plus efficace comme travail de collabo. Qu'est-ce que c'est que le statut de la fonction publique? Le statut de la fonction publique, c'est le fait que la qualification a comme support le grade du travailleur et non pas son poste. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Il ne change de salaire que s'il change de grade. Et le grade, c'est un attribut de sa personne. C'est un vocabulaire militaire parce que c'est né, les premières apparitions sont au XIXe siècle dans la marine, c'est lié à l'empire colonial, donc les débuts ne sont pas du tout glorieux.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment une classe révolutionnaire s'est s'emparer d'une institution qui au départ est capitaliste pour la subvertir, la tourner en son contraire. C'est pour ça qu'on ne comprend rien d'une institution en analysant son origine. Je me tourne là vers des tas de travaux de sciences sociales qui cherchent dans l'origine des institutions leur signification. C'est absurde. C'est supposer qu'il n'y a pas d'histoire. C'est supposer qu'il n'y a pas de classe en capacité de retourner des institutions qui au départ sont capitalistes. Supposer qu'il n'y a pas de révolution, qu'il n'y a pas de mouvement réel abolissant l'état de choses actuel. Permets de t'interrompre une seconde. Il va bientôt être 1 heure depuis que tu as commencé de parler. Je me dis qu'il serait peut-être bon qu'on ait quand même un petit moment d'échange avec le public. J'ai peur que celui-ci s'essouffle un peu, aussi intéressant soit ce que tu dis. Donc, je ne sais pas si, combien de temps il te faudrait pour conclure. Est-ce que tu me laisses 10 minutes? Oui. Bon, d'accord. Donc, à 10h moins 10. Le statut de la fonction publique sort les fonctionnaires du marché du travail. Un fonctionnaire n'a pas d'employeur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le licencier. Il est sorti de l'aléa du marché du travail. C'est du salaire qui est sorti du cadre de l'emploi. Nous sommes au-delà de l'emploi. Là, nous sommes dans le communisme. L'emploi est anticapitaliste, pour les raisons que j'ai dites, mais il ne crée pas positivement un statut alternatif du producteur. Le statut alternatif du producteur, il est créé quand le travailleur devient titulaire de son salaire. Ce n'est plus un individu sur le marché, c'est fini. La deuxième voie, c'est d'où la haine de classe de la bourgeoisie contre la fonction publique, une véritable haine de classe. Non pas parce que ce serait plus cher de payer des fonctionnaires. Ça peut être bien plus cher de faire appel à des agences privées, bien plus cher. L'obsession d'une classe dirigeante, c'est de garder le pouvoir sur le travail, pas sur l'argent. Et on ne l'a jamais par l'argent. Je le dis à tous ceux qui pensent que c'est en faisant de création monétaire ou je ne sais pas quoi qu'on va changer les choses. Il y a une inflation de réflexion sur la monnaie aujourd'hui qui est absurde, qui n'est pas absurde, qui fait partie du discours de Collabo. La deuxième voie qui va être empruntée, c'est le régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale va être mis en place en 1946 contre la sécurité sociale. La sécurité sociale est pléthorique en France. Elle se construit tout au long de la première moitié du XXe siècle. Pour prendre des exemples, lorsque les révolutionnaires de 1946, dont la figure emblématique est le ministre communiste du Travail, Ambroise Croizat, créent le régime général de la sécurité sociale, ils sont en face de 1300 caisses, avec 70 000 salariés. C'est pas... La Sécu, elle n'est pas du tout créée à ce moment-là. La Sécu, elle est pléthorique. C'est une gestion essentiellement patronale ou paritaire. Paritaire, chacun sait que ça veut dire patronal, il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et puis, c'est par ordre dispersé des taux qui varient à l'infini d'une entreprise à l'autre. Bref, un truc absolument illisible qui ne permet pas de construire une classe, qui n'est pas une institution de classe, qui ne fédère pas un salariat. Or, précisément, le régime général fédère le salariat. Il est géré par les travailleurs eux-mêmes. Dès 1947, le régime général gère le tiers de la masse salariale, l'équivalent de la moitié du budget de l'État. Et au début des années 60, lorsque De Gaulle mettra fin à cette démocratie sociale, De Gaulle est un adversaire acharné du régime général, c'est pour ça qu'on dit que c'est le père de la Sécu. Encore une fois, c'est assez facile de comprendre un discours dominant, il suffit de
lire jour quand on dit nuit. Hein, c'est assez facile. Donc, De Gaulle, père de la Sécu, c'est-à-dire que c'est son adversaire le plus acharné à coup sûr. Mais vous voyez, c'est long de se déprendre de ce discours qui rend la classe hégémonique. Surtout si ce discours est construit par des universitaires de gauche. Ceux de droite, on s'en fout après tout. Hein. C'est ceux de gauche les plus dangereux. Et donc, le régime général est géré par les travailleurs eux-mêmes. Imaginez, l'équilibre de budget de l'État géré par des travailleurs élus, qui élisent les directeurs de caisse. Les directeurs de caisse sont élus. Les conseils d'administration au pouvoir général, les directions au pouvoir limité. Pendant 20 ans, les travailleurs, il faut voir la fierté d'ailleurs, dans les textes de l'époque, les travailleurs sont en responsabilité économique. Ça, c'est une condition pour créer une classe. On ne peut créer une classe qu'on a la responsabilité économique. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette masse considérable de la valeur qu'ils socialisent et qu'ils gèrent? Ils vont changer le travail. Ils vont sortir le travail de sa définition capitaliste, ce qui est le propre de la révolution. Le cœur du dispositif de sécurité sociale, auquel se substitue le régime général, c'était les allocations familiales. Les allocations familiales, c'était une arme de guerre des patrons pour empêcher la hausse des salaires. Elle était concentrée sur les seuls chargés de famille. Et c'était géré par des caisses patronales. Eh bien, la loi Croizat d'août 1946 subvertit complètement et transforme en institution communiste les allocations familiales en déconnectant complètement le salaire de l'emploi et en attribuant le salaire à la personne des parents. Les allocations familiales, c'est du salaire. Hein. C'est pas de l'impôt, c'est du salaire versé par les employeurs, et puis, et pour 2 enfants, 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, qui à l'époque ne faisait pas 225 heures par mois. C'est-à-dire que la loi Croizat d'août 1946 institue les allocations familiales en disant, pas en disant, mais en posant l'acte que les parents sont plus productifs que les ouvriers de la métallurgie. Là, on sort le travail de sa définition capitaliste. Le travail, c'est pas ce qui met en valeur du capital. Ça fait autre chose. C'est par exemple ce que font les parents. On attribue une valeur à l'activité d'éducation d'enfants sans que ça passe par l'emploi. Parce qu'on peut attribuer une valeur à l'activité d'éducation d'enfants, on fait des stocks maternels, ça passe par l'emploi. Non, ça passe pas par l'emploi. Pas d'employeur. Nous allons avoir la même opération, toujours par Croizat, dans le régime général, à propos des retraites. Dans le capitalisme, c'était le cas jusqu'alors, les retraites, c'était en répartition. Aucune, en dehors de la classe dirigeante suisse, mais qui quand même repose sur les caractéristiques propres de la Suisse, que je ne vais pas définir, par euphémisme. Seule la classe dirigeante suisse verse des pensions en capitalisation. Aucune autre classe dirigeante n'est assez folle pour le faire. Les pensions sont évidemment en répartition. Pour la raison très simple, c'est qu'en capitalisation, au bout du compte, la pension dépend du cours des titres financiers le jour où on prend sa retraite. Donc c'est un aléa total, c'est absurde, ça ne marche pas, ça ne marche jamais nulle part. Donc la retraite, c'est toujours en répartition. Dans l'Europe occidentale, nous sommes à 90% répartition, 10% capitalisation. En France, on est à 97,3%, mais vous voyez qu'on est un tout petit peu au-dessus de la moyenne seulement. Donc la répartition, c'est l'essentiel. Et la lutte de classe, c'est pas entre capitalisation et répartition, c'est à l'intérieur de la répartition. Vous avez une répartition capitaliste. La répartition capitaliste, c'est de dire, un retraité, ça ne travaille pas. Il ne travaille pas, il n'a pas d'emploi, il n'a pas en de capital, il ne travaille pas, il dépense. Qu'est-ce qu'il est autorisé à dépenser? Ce qu'il a mis au pot commun.
quand il était producteur. Il n'a pas dépensé tout son salaire, il en a mis une partie dans la caisse des retraites, il était solidaire. Et vous entendez le mot solidaire, méfiez-vous. Il était solidaire, et ben c'est normal qu'il récupère, maintenant qu'il est plus productif, le fruit de sa solidarité à travers les cotisations des actifs actuels. Solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est le discours capitaliste sur le travail. Qu'est-ce que va faire les révolutionnaires? Il ne faut dire pas du tout. Les retraités, ils ont droit à la poursuite de leur salaire. 75% de leur meilleur salaire brut, 100% du net, puisqu'il y a 22% de cotisation salariée. Un salarié, il l'est jusqu'à sa mort. Il y a un moment où il n'a plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnu comme travailleur. La qualification est passée de son poste à sa personne. Là, nous sommes dans le communisme. C'est pour ça que vous allez avoir une entreprise gigantesque de la classe dirigeante pour en finir avec ça. Avec la stratégie européenne de l'emploi, l'Union européenne, depuis 1990, a engagé une bataille, mais d'une férocité totale, contre le droit au salaire pour les retraités. Parce que si vous conquérez le droit au salaire pour les retraités, alors c'est le droit au salaire pour les étudiants. C'est reconnaître que les étudiants travaillent. Mais qu'est-ce qu'ils font qui vous fait dire qu'ils travaillent? Je m'en fous, c'est pas la question. Le salaire, c'est pas la photographie de l'activité. Le salaire ne s'est pas construit sur la mesure de la tâche. Le salaire s'est construit par abstraction, au contraire. Le travailleur, il est payé, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, dans l'ordre de la qualification. Voilà le communisme tel qu'il est commencé, tel qu'il est combattu. Et le débat, j'espère, on aura l'occasion de voir comment il pourrait être poursuivi. Merci beaucoup Bernard pour cette très riche, très inspirante contribution et la contribution à la valeur de la personne, c'est bien indiqué. Alors, je suis convaincu qu'il y aura des réactions, des questions, des interrogations parmi vous dans la salle. Et donc, la parole est à qui le souhaite, le demande. Alors, merci beaucoup. J'ai 3 questions très courtes. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers la qualification de la personne, un risque d'hyper-individualisme, un risque de narcissisme? Première question. Deuxième question. Qui est-ce qui décide de la qualification d'une personne? Troisième question. Quel est l'avenir du haut qualifié? C'est-à-dire qu'on dit, monsieur est haut qualifié, il est tout en haut de la qualification. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il devienne rentier passif? Rentier, c'est-à-dire qu'il reçoit l'argent, mais qui ne fait rien. Voilà. Merci. Ceux qui font rien ne me dérangent pas beaucoup moins que ceux qui font aujourd'hui. Je rêve que beaucoup de gens qui font aujourd'hui de la merde, de l'antidémocratie, des trucs qui servent à rien, des grands projets inutiles, de la chasse aux immigrés, des objets à obsolescence programmée, de l'information en continu dont on n'a rien à foutre, sauf qu'elle nous aliène, que tous ces gens-là restent dans leur hamac, premièrement. Deuxièmement, s'agissant de l'hyper-individualisme, votre question est tout à fait pertinente.
Parce que, mais alors là, je vais aller à toute vitesse. Le deuxième pied sur lequel repose un mode de production, c'est le régime de propriété. Je ne l'ai pas traité. Or, dans le communisme déjà là, il y a évidemment l'invention d'un autre régime de propriété, que je vais quand même qualifier très brièvement parce que c'est ce qui va me permettre d'aborder la question de l'individualisme. Et je vais traiter la troisième branche du régime général que je n'ai pas abordée puisque j'ai traité la famille et la santé. Le régime général, c'est aussi la santé, la vieillesse, c'est aussi la santé. Nous avons construit avec le régime général un système de santé qui, d'une part, est animé par des travailleurs qui ont un salaire à la qualification personnelle, ce sont des fonctionnaires, ou qui, s'ils sont des travailleurs indépendants, ce qu'on appelle les libéraux de santé en médecine ambulatoire, sont des personnels indépendants totalement libérés du marché du travail, pardon, du marché des biens et services, qui est le lieu de ponction de la valeur sur les travailleurs indépendants par le capital. Ils sont payés par une convention avec l'assurance maladie, c'est-à-dire avec la socialisation du salaire qu'opère l'assurance maladie. Et ils sont ainsi libérés de la reconnaissance comme travailleurs qu'opérerait leur performance sur le marché des biens et services. Ça, c'est en termes de statut du travailleur. Mais en termes de régime de propriété et d'outils, nous avons une innovation tout à fait spectaculaire quand on observe ce qui se passe. Encore une fois, le communisme est affaire d'observation et de construction empirique. Tel que le système hospitalier français se construit dans les années 50-60 à partir de rien. Jusque-là, c'est des bonnes sœurs. Bon, les bonnes sœurs, c'est des femmes religieuses, donc ça ne travaille pas. Ça fait quand même deux raisons qu'elles ne travaillent pas. Les femmes qui ont la vocation, on ne va quand même pas les payer, hein, d'accord? Donc c'est pas producteur de valeur. Et c'est un mouroir dans lequel les médecins de ville, qui doivent faire payer leur clientèle, puisqu'il n'y a pas de conventionnement avec l'assurance maladie avant 1961, se font la main sur les pauvres pour pouvoir faire payer leur clientèle de ville. Ils travaillent gratuitement à l'hôpital. Là, vous allez avoir une mutation absolument stupéfiante. On va commencer par le lien entre l'université et l'hôpital à la fin des années 50 pour créer les CHU. On va salarier l'élite du corps médical. Tout ça a été extrêmement conflictuel et tout à fait passionnant parce qu'un régime général était en capacité de le faire. Et les hôpitaux vont devenir des lieux de soins, des lieux de production de soins. Quand vous regardez la littérature des années 50 encore, hein, vous avez des romans populaires, mettons, dans lesquels vous avez « surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant ». Là, ça va devenir des lieux de soins avec un besoin d'investissement absolument considérable. Ensuite, on va faire passer de l'aide sociale à l'assurance maladie, donc au régime général, les hôpitaux psychiatriques, qui relevaient jusque-là de l'aide sociale. On va transformer tous les hospices, qui étaient des lieux de relégation, en hôpitaux locaux avec des lits actifs, des maternités, etc. etc. Cet investissement stupéfiant, en l'espace de 15 ans, va être fait par subvention, non pas par appel au marché des capitaux, non pas par crédit, non pas par crédit fut-il bon, le crédit public, paraît-il, est bon. Le crédit est mauvais, le crédit c'est une institution capitaliste qu'il s'agit de faire disparaître. Si on veut changer le régime de propriété, il faut supprimer le crédit et subventionner l'investissement. Un investissement subventionné, comment est-ce qu'on le subventionne? Par une hausse du taux de cotisation maladie. Le taux de cotisation maladie était de 8% du salaire brut en 1945, il est de 16% du salaire brut à la fin des années 70. Il double en l'espace de 35 ans, et ce doublement va permettre au régime général de subventionner l'investissement hospitalier. Du coup, la propriété
patrimonial. Un outil, c'est deux choses. Hein. C'est à la fois quelque chose qu'on utilise, et puis c'est un patrimoine, ça vaut. Au sens de ça s'achète, ça se vend, etc. Un outil, un immeuble, je ne sais pas quoi, enfin bref, tout ce qui sert à produire du soin, c'est à la fois quelque chose que des professionnels vont utiliser, d'accord? Là, il y a un usage de l'outil, et puis il y a un côté patrimonial de l'outil. Donc, le communisme crée ce que le capitalisme est absolument incapable de créer, la propriété d'usage de l'outil par les travailleurs. Pourquoi? Parce qu'il crée la propriété patrimoniale, non lucrative, par une collectivité, qui peut être n'importe quoi, une mutuelle, c'est pas forcément une collectivité publique, c'est pas forcément un organe de la puissance publique, bien sûr. Le communisme, c'est pas l'État, certainement pas, c'est la direction de la production par les travailleurs eux-mêmes. Donc ce régime général, il est géré par les travailleurs, c'est pas l'État. La Sécu en France, c'est pas l'État du tout. C'est le capital qui va étatiser. De Gaulle étatise, Juppé étatise, l'obsession du capitalisme, c'est d'étatiser. L'obsession du communisme, c'est de désétatiser, au contraire. De gestion par les travailleurs eux-mêmes. Et nous en avons un exemple, mais massif, de travailleurs qui gèrent l'équivalent du budget de l'État. C'est pour ça que c'est effrayant pour la classe. La classe dirigeante, c'est pas ses sous qu'elle défend, c'est son pouvoir sur le travail. Pas de responsabilité économique pour les travailleurs. Les aides de besoin à qui on va filer un RBI à 2500 balles. Ça, très bien. Mais pas les travailleurs qui décident au travail parce qu'ils sont propriétaires d'usage et propriétaires patrimoniaux. On a donc une propriété patrimoniale qui est non lucrative, avec un investissement qui a été subventionné par une socialisation de la valeur dans une cotisation gérée par les travailleurs eux-mêmes, qui donc décident de l'investissement. Les travailleurs décident de l'investissement. La socialisation du salaire, c'est ce qui rend possible la décision de l'investissement par les travailleurs. Ils subventionnent ou ils ne subventionnent pas. Là, nous sortons complètement du régime de propriété capitaliste. Là, nous sommes dans le communisme. Un communisme abouti, mais sûrement pas. Le communisme, il y en a pour des siècles à le construire. Une société, ça ne se change pas par décret. Mais ce qui peut apparaître comme déceptif quand je parle de siècle, ça ne l'est pas, puisque je dis que nous avons déjà, depuis un siècle, du communisme qui se construit dans nos sociétés. Et j'invite les chercheurs suisses à voir comment ça se fait en Suisse, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas aussi en Suisse. Toutes les sociétés capitalistes connaissent un mouvement réel, abolissant l'état des choses actuelles. Si nous cherchons à penser avec Marx, qui est le penseur de la contradiction, et non pas de la domination. Et donc, ce qui va se passer avec cette propriété patrimoniale non lucrative de l'hôpital, c'est que les soignants vont avoir la possibilité d'une propriété d'usage de cet outil. Quand on regarde la liberté clinique des soignants dans les années 60, elle est sans commune mesure avec leur liberté clinique aujourd'hui, qui est nulle. Elle est nulle parce que les hôpitaux s'endettent. Ils ne sont plus financés par subvention. Et les soignants ne travaillent pas pour soigner. Ils travaillent comme dans le privé, on ne travaille pas pour produire, on travaille pour rembourser une dette. Vous voyez, de point de vue anthropologique, c'est très important ça. Le capital, il surplombe nos vies par le chantage à l'emploi et par l'endettement. Nous sommes les seuls producteurs de valeur, mais pour pouvoir produire, il faut qu'on paye une dette. Et la force de la religion capitaliste, c'est de dire, oh mais vous savez, la dette, tout ça, c'est des restes judéo-chrétiens. C'est de la religion. Nous, on n'a pas de Dieu. Le capital, il n'a pas de Dieu. C'est pas une religion.
Mais donc, si on revient une seconde sur la séquence présente, ça veut dire que là, il y a deux parties en lutte. Il y a une partie, la classe salariale, le salariat, la construction du statut salarial, et puis on a évidemment la classe adverse, la classe capitaliste. Et puis on pourrait avoir une interprétation de la situation d'aujourd'hui que la classe capitaliste est re-rentrée en guerre de façon extraordinairement virulente, forte, et qu'elle est décidée à mettre fin à ces victoires que le prolétariat avait conquises, spécialement dans l'après-deuxième guerre mondiale. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Et à ce moment-là, je vois ton objection, c'est-à-dire on retomberait dans le discours de la victimologie, où je vais sur une fausse piste. En posant le néolibéralisme comme une espèce de vague qui submerge tout. Ah, bien sûr, c'est une fausse piste, oui, bien sûr. Il s'agit... Ça, on se console comme ça, vous comprenez? On se console. En 1945, il y avait des circonstances exceptionnelles. Puis aujourd'hui, il y a une vague néolibérale. On se console du fait d'être plus révolutionnaire. Les circonstances sont plus là. Donc tu veux dire c'est l'auto-exonération, c'est ça? Ah mais bien sûr. Entre autres, ce n'est pas que cela. Mais évidemment, c'est un discours de consolation. Puis il y a des pratiques de consolation, qui encore une fois sont la solidarité avec des victimes. Est-ce qu'il y a une question urgente dans la salle? Non, mais je n'ai pas quand même répondu au précédent. J'achève. À partir du moment où les travailleurs sont propriétaires d'usage, là, ils ont une énorme responsabilité. Et cette responsabilité, force est de constater qu'ils ne l'ont pas assumée. Il n'y a pas de peuple vertueux. Une question redoutable. Il n'y a pas de peuple vertueux et le communisme n'est possible que si la socialisation primaire dans la famille et dans l'école est une éducation à la responsabilité. Certainement pas à l'individualisme et bien à l'individualisme. Nous sommes co-responsables de la production de valeur. Et là, vous savez, ça suppose une mutation complète de l'école, par exemple. Je prends en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, l'école, c'est vraiment l'apprentissage de la conviction qu'on est indigne. Qu'on n'est pas digne de diriger. Qu'il faut que ce soit d'autres qui dirigent. Qu'il faut qu'on attende qu'un autre nous donne du travail. Une préparation à la compétition sur le marché du travail, trouver la bonne filière. Le système des notes, hein, quand vous vous collez comme ça des mauvaises notes ou des notes moyennes, un 12/20 de consolation, pendant des années, ça produit quoi ça? Je suis indigne. Et ça c'est décisif pour le capitalisme. Le sentiment d'indignité des travailleurs. On n'est pas capable de diriger. Il faut des hommes, c'est souvent des hommes, enfin ça peut être des femmes aussi, hein, bien sûr, je sais pas quoi, des Carlos Ghosn, il faut du solide, du sérieux, nous on sait pas. Je sais pas si vous avez le film C'est quoi ce travail de Sébastien Jousse, et je ne sais plus quel est le deuxième réalisateur, qui se passe dans une usine de Peugeot de la région parisienne. C'est un film stupéfiant pour moi. C'est des interviews et des films, il filme en situation, il interview des opérateurs, comme on dit, de cette usine, qui est une usine, c'est plus les chaînes traditionnelles, hein, mais c'est quand même des lieux où la machine, apparemment, en tout cas, commande la personne. C'est stupéfiant de voir le rapport que ces personnes créent à leur machine, la réflexivité de ces personnes, et on se dit, enfin,
si Renault était dirigé par les travailleurs, ça marcherait infiniment mieux, c'est évident. Infiniment mieux. Et donc, il y a tout un travail de responsabilisation. À partir du moment où c'est nous qui sommes les propriétaires, on ne peut plus se tourner vers une espèce de eux à qui vers qui on traîne un point vengeur de temps en temps dans des manifs. C'est nous. Il n'y a personne d'autre, derrière moi, non, c'est moi. Bon, là, nous sortons de l'individualisme, au contraire. Nous sommes dans la co-responsabilité. Qui décide de la qualification? On a déjà des exemples. Il ne faut pas que ce soit les pairs qui décident immédiatement, sinon ça va être le lieu de copinage, n'importe quoi, ou de droit de cuissage, tout ce qu'on veut. Il faut que ce soit des jurys anonymes, de gens qui ne connaissent pas ceux qui passent l'épreuve, etc., etc. Mais ça, on sait faire, on fait déjà, ça existe. Et puis il faut que ça change, et puis il faut que ce soit l'objet de délibération politique, en fait, etc., pour les critères, tout ça, bien sûr. Ceux qui seront très qualifiés, oui, moi je propose que la CGT actuellement propose 4 niveaux de qualification et un salaire qui démarre à 1700 €. Donc ça veut donc dire que, alors vous multipliez par 2,5 pour avoir l'équivalent en pouvoir d'achat suisse à peu près. Donc un salaire qui démarre à 2 fois et demi 1700 €, pour le traduire en francs suisses, et qui soit maximum de 6000 €, donc multiplié par 2,5 pour avoir le salaire maximum. Nous avons donc là une hiérarchie des salaires. Alors ceux qui seraient à 6000 € par mois, ils ne foutraient plus rien. Moi, c'est pas l'exemple que j'ai. À partir du moment où on est responsable de la production de valeur, où on ne va pas au boulot en traînant les pieds parce qu'on ne fait pas de la merde pour le capital, parce qu'on est responsable de ce qu'on produit, de la décision, bah, ma foi. Bien évidemment qu'on travaille. Nous allons au contraire, mais nous allons décupler le travail. L'ardeur au travail, le bonheur de travailler, l'intensité du travail. Parce que nous allons changer le travail. Oui, bonsoir, j'ai une petite question. Comment dans votre réflexion vous intégrez ce que j'appelle l'atomisation du travail? Je m'explique. En fait, il y a, surtout dans les services, que ce soit la banque ou l'informatique dans mon cas, que je connais bien, c'est ma profession, on a en fait une normalisation de plus en plus grande des processus et des rôles qui sont fixés dans l'entreprise, avec même, je dirais, dans le cas de multinationales ou sociétés transnationales, etc., une uniformisation de ces rôles à tel point que, d'une certaine manière, j'ai l'impression que les travailleurs ou les collaborateurs qui travaillent à ces processus sont interchangeables, toutes tendances confondues. Alors, est-ce que c'est pas aussi un moyen de diminuer la force du travail ou je ne sais quoi? Enfin, comment vous l'intégrez à votre réflexion, ce type d'atomisation? Bien sûr, je vous renvoie aux travaux de Daniel Linard, par exemple, qui ont beaucoup bossé sur les nouvelles modalités du management. Alors moi, c'est pas ma spécialité, mais je m'intéresse aussi à ça, bien sûr, mais là, je suis pas sur mon terrain en tant que tel. Il est clair que la précarisation subjective de ceux qui ont un emploi garanti, c'est la forme qu'a choisi le capital pour continuer à dominer leur vie en leur rendant impossible l'appropriation de leur professionnalité. On change en permanence la polyvalence, où on impose, on ficelle des personnes dans les protocoles des logiciels informatiques, on ne leur laisse aucune marge de manœuvre. Vous avez des mutations permanentes, y compris géographiques des personnes, pour qu'ils n'aient pas le temps de maîtriser leur technique professionnelle. Et donc, là encore, ça nous renvoie toujours dans la même chose. Il n'y a pas de peuple vertueux. Et donc, le communisme ne peut continuer à se construire que si on travaille à la détermination des travailleurs de maîtriser leur travail, de refuser les protocoles. Refuser les protocoles, de refuser que leur travail soit ficelé par un logiciel informatique. Mais vous voyez, ça suppose tout un travail d'auto-organisation, ça suppose un déplacement de l'activité syndicale. Prenez un tract syndical, c'est de la protestation et de la plainte. Ça sert à rien.
Vous distribuez un tract avec protestation et plainte, mais tout le monde sait que ça ne va pas, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Il s'agit que au contraire, soit en permanence autour de l'auto-organisation des travailleurs. Et ça, c'est pas du tout acquis d'avance. Hein. Ça va devenir l'obsession politique. La politique, elle se joue dans le travail. C'est pas la conquête électorale du pouvoir. La politique, c'est dans le travail que ça se joue. Et travailler à la conviction que nous sommes capables, que nous pouvons décider sans employeur. Ça ne veut pas dire sans chef, mais le chef peut être tournant, ça peut être éligible, enfin, etc., etc. Ça existe tout cela déjà. Bien sûr qu'en collectif de travail, il y a des responsabilités différentes, évidemment. Oui, ce que vous dites est très juste. Hein. Le capital est capable, y compris, de contourner la garantie de l'emploi. C'est pour ça que la garantie de l'emploi ne suffit pas. En aucun cas, l'emploi stable n'est anticapitaliste en soi. C'est pas suffisant. Il faut aussi être copropriétaire et être digne de la copropriété, c'est-à-dire s'auto-organiser. Mais qu'est-ce qui nous avait manqué de vertu? C'est que nous n'avons pas les institutions qui génèrent les vertus qu'elles postulent. Viviane Gonick, je donne la parole à Viviane Gonick pour ce que je présume être la dernière question de la soirée. Il est déjà 10h15, je peux supposer, malgré l'intérêt, qu'il y ait un peu de fatigue. Mais ceci dit, après cette dernière question, évidemment, nous pourrons nous retrouver au bar pour continuer à discuter, poser des questions. Donc, ça ne veut pas dire aussi acheter des livres au Stambasta, ou regarder des livres en tout cas au Stambasta, si vous y avez intérêt. Voilà, donc Viviane, c'est à vous. Pour la dernière question de la soirée, elle est cruciale, La responsabilité, j'espère que je ne vais pas susciter une réponse trop longue. La co-responsabilité. Bon, je suis d'accord sur la centralité du travail et sur le fait que c'est dans le travail, mais pour moi, il y a quand même, depuis plusieurs années, si ce n'est pas plusieurs décennies, peut-être depuis toujours, d'autres sujets révolutionnaires que les travailleurs salariés. On l'a vu avec le mouvement féministe qui a mis au centre la question du travail de reproduction. On l'a vu avec la révolte des zapatistes qui sont quand même sortis au moment de l'application de l'ALENA, donc du traité de libre-échange. On l'a vu avec les mouvements sanitaires dans les pays d'Amérique latine. Donc, à mon avis, de limiter le sujet révolutionnaire aujourd'hui, je pense que on ne peut pas rester seulement sur une guerre de classe à deux protagonistes. Je pense qu'il y a des dizaines de protagonistes qui amènent leur propre intérêt, leur propre lutte, leur propre manière de produire aussi autrement, et que voir que la question du salaire comme centrale du communisme, pour moi, elle est un peu limitée. Voilà, j'espère que... Alors, d'une part, votre objection appelle deux échos de ma part, pas de réponse, hein, mais deux échos. D'une part, moi, je ne prétends pas rendre compte du tout social. Je m'intéresse à la production de valeur. Mais même... Qu'il y ait d'autres éléments que la production de valeur dans la société, je n'en doute pas, et d'autres lieux de domination que la production de valeur. La production de valeur n'est pas le seul lieu de domination. La domination masculine ne s'épuise pas dans la production de valeur. Il n'empêche, deuxième élément d'écho, que affronter la question de la production de valeur permet aussi, pas en totalité, hein, d'affronter la racisation, toutes les questions des dominations masculines. Prenons l'exemple de la seconde journée des femmes. La seconde journée des femmes qui est un des lieux vraiment décisifs de la domination masculine. La seconde journée des femmes, le travail domestique, c'est
en termes de quantité d'heures, c'est aussi important que le travail homologué comme valant salaire, aussi important en quantité d'heures. C'est un phénomène absolument massif, avec un déni total. Mais vous voyez bien que ce déni porte sur le travail. Ben, les femmes, dans la grande journée, elles sont utiles. Et les hommes les aident. Mais elles ne travaillent pas. Le travail, c'est ce que font les hommes. Vous savez, ça va très en détail. Il se trouve que ma femme ne me supporte plus comme mec. Comme beaucoup de femmes qui ont passé le plafond de verre, comme on dit, ce qui est son cas, elle n'a jamais été vraiment féministe. Et puis là, sur le tard, voilà qu'elle le devient, très fort. Parce qu'elle se rend bien compte qu'elle a été flouée. Je l'ai aidée. Et j'ai jamais assumé le coût psychologique. Alors, on naturalise ça en disant que les femmes, c'est capable de faire plusieurs choses à la fois, que ça a le sens du détail. Mais pourquoi? Parce qu'on confine les femmes dans l'activité, dans le travail concret. Et puis que le travail abstrait, c'est pour les hommes. Donc, tout ce qui permet d'étendre le champ du travail abstrait, tout ce qui permet de ne plus enfermer des personnes dans le travail concret, fait partie aussi de la bataille contre la domination masculine. Or, c'est une bataille de classe. Il y a peu de temps, j'ai été chercher, c'était il y a 2 ans, bientôt 2 ans, c'était fin mai, j'ai été chercher une petite fille, une de mes petites filles, dans une école maternelle. Elle sort un peu excitée, elle avait, je sais pas quoi, une boîte de fromage sur laquelle on avait collé des nouilles, c'était là. Chut, c'est pour la fête des mamans. Ah, je me suis dit, merde, j'avais oublié le truc. Faut pas, quand on est grand-père, aller chercher ses enfants à l'école maternelle au moment de la fête des mères. Parce que je rêve que les mères, je ne sais pas si vous avez ce truc-là chez vous, enfin, en tout cas en France, les mères piétinent le cadeau de la fête des mères, que ça fasse un bon traumatisme pour les gamins, finissent avec cette merde. Pourquoi est-ce que j'ai toujours combattu la fête des mères, mais pourquoi là j'ai été blessé, humilié moi-même? Parce que comme retraité, je suis pareil, exalté pour mon utilité sociale, nié comme producteur. Or, j'entends bien être producteur jusqu'à la fin de mes jours. Il y a une amputation de la personne que de l'inscrire dans le travail concret et de ne pas l'inscrire aussi dans le travail abstrait. C'est cela, le salaire à la qualification personnelle. Le salaire à la qualification personnelle, ça vaut pour la seconde journée des femmes, ça vaut pour les retraités, ça vaut pour les étudiants, ça vaut pour tous ceux à qui on nie qu'ils sont producteurs. Alors, on retourne le stigmate. Hein. Il y a des femmes qui disent oh, « moi j'adore ». Il y a des retraités qui disent « oh, je suis content, je travaille plus, je suis bénévole ». Même pas. Oui, mais retourner le stigmate, c'est toujours suspect. On en fait trop. Les retraités, enfin, c'est une réalité sociologique totalement nouvelle. Il y a en France 15 millions de personnes qui sont retraitées. Alors la moitié sont dans la survie, surtout les femmes. Mais il y a 7 millions de retraités qui ont un salaire à vie. Ils ont bossé 40 ans, ils savent y faire. Pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdent à faire du soutien scolaire? À être trésorier du club de foot? Pourquoi est-ce qu'ils renoncent à la responsabilité économique qui est au cœur de la valeur anthropologique du travail? Je rêve, vous voyez,
que 7 millions de retraités, au lieu de faire du non-marchand, le non-marchand n'est pas du tout anticapitaliste. Ce qui est communiste, c'est le marchand communiste. Tant que la production marchande reste le fait du capital, il exerce un chantage permanent, puisque c'est lui qui génère les marchandises génératrices de monnaie. Et donc, pour libérer la société du capitalisme, il ne suffit pas de faire du non-marchand. Le capital adore le non-marchand. Il n'y aurait pas Sanofi s'il n'y avait pas gratuité du médicament en France. Mais prenez l'état de marché public, qui sont des poules aux œufs d'or pour les groupes capitalistes. Alors, je suis pour la gratuité. Je suis pour la gratuité de l'éducation, de la santé, des premières consommations d'eau, d'énergie, des transports de proximité, etc., etc. Je suis pour l'extension de la gratuité, mais certainement pas pour la suppression du marchand. Je ne veux pas qu'on me dise que j'ai droit, je ne sais pas quoi, à 4 friandises par semaine. Le marché est un excellent locateur de la richesse dès lors qu'il est libéré de la marchandise capitaliste, c'est-à-dire de choses qui sont produites non pas pour leur utilité sociale, mais pour mettre en valeur du capital. À partir du moment où nous avons libéré la production capitaliste, bien sûr que le marché est excellent. Donc la question n'est pas de faire du non-marchand, il faut en faire. Mais la question c'est de faire du marchand communiste, c'est-à-dire avec des travailleurs qui ont un salaire à la qualification personnelle et avec un outil qui est la propriété patrimoniale d'une collectivité quelconque et la non lucrative et la propriété d'usage de ces travailleurs. Nous avons actuellement un phénomène sociologique, autre que les retraités, complètement nouveau, qui est le fait qu'une bonne partie maintenant de la jeunesse diplômée ne veut pas jouer le jeu du capital. C'est tout à fait nouveau ça. On n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu une partie non négligeable des diplômés qui, pour des raisons écologiques, pour des raisons anthropologiques, pour des raisons d'aménagement du territoire, etc., font sécession, sont dans l'alternative. Bien, comment un retraité peut soutenir cette alternative et rester vivant? Vous savez, les conversations de vieux, on parle de ses petits-enfants et de ses maladies. Ça vient de quoi, ça? Ça vient de ce qu'on a renoncé à la responsabilité économique. Et que progressivement notre univers s'est étiolé dans le bénévolat. Et donc, je rêve, et j'essaie d'y participer moi-même, que 7 millions de retraités ne produisent pour des boîtes communistes, peut-être pas celles de leurs enfants pour pas les emmerder, mais celles de leurs copains. Un certain nombre d'ici ont l'âge d'avoir des enfants qui sont dans cette sécession, j'en suis sûr. Parce que tous les jeunes ne sont pas cons, tous les jeunes ne sont pas des gagneurs qui vont faire de la physique pour faire ensuite de la finance. Il n'y a pas que ça dans la jeunesse, il y a ça aussi. Ils rêvent tous de devenir milliardaires. Voilà, ils ne rêvent pas tous de devenir milliardaires, ils ne sont pas tous macronistes. Donc la question c'est comment cette jeunesse-là, comment la sortir de la marginalité ou du témoignage ou de la récupération. Parce que le capital, il peut parfaitement récupérer le logiciel libre, des recherches d'alternatives en matière écologique, etc., production d'énergie, il attend que le modèle lui se teste à trouver et hop, il récupère. Donc pour que cette jeunesse ne soit pas finalement à la merci du capital, alors même qu'elle entend développer des alternatives au capitalisme. C'est ça être révolutionnaire, développer des alternatives au capitalisme. Bien. Je rêve que si 7 millions de retraités en France ne produisaient que 10 000 euros par an de valeur ajoutée, vous voyez, nous sommes à 70 milliards. 70 milliards d'euros, c'est 2 fois le budget de l'éducation nationale, c'est je ne sais plus quoi, c'est 10 fois France Télécom, etc. Je ne sais pas le statistique exact, mais enfin à peu près, etc. C'est-à-dire que nous sortons toutes ces initiatives de la marginalité. On peut le faire, tout ça. Ça donne aux retraités une toute autre espérance de vie que la consolation de visiter le musée Picasso,
s'emmerder dans des croisières, à la con.